la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. « 24 avril 1990, 24 avril 2013, 23 ans depuis qu'était déclenché le processus de démocratie en République démocratique du Congo. 30 juin 2013, date limite du statut de réfugié rwandais sur le sol congolais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'y est penché. L'invité du journal, M. Eradi Amessi, directeur général du guichet unique de création des entreprises en République démocratique du Congo. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, mademoiselle, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur la RTNC. 385 jours à compter depuis le début de la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Le président de la Chambre basse du Parlement séjourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aubin Minakou a pris part à la séance d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Possien Chissongo. C'est une forte délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo avec à sa tête l'honorable Aubin Minakou qui est arrivé ce mardi 23 avril 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, la délégation congolaise composée de députés nationaux de la majorité de l'opposition assiste à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée basse du Parlement ivoirien ce mercredi 24 avril 2013. Par la même occasion, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a donné sa communication à l'attention de la plénière, axée essentiellement autour du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux chambres législatives sœurs. Parmi les délégations des assemblées nationales invitées à la cérémonie, il y a eu des délégations gabonaises, nigériennes, burkinabées, togolaises et gambiennes. Mise en application de la loi portant réforme de la police nationale, telle est la préoccupation des députés membres de la Commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement, Guy Blaise Kitiki et Kazo Kazadi. La loi portant réforme de la police, déjà promulguée par le chef de l'État, doit pour sa pleine application être accompagnée d'une loi organique laissée à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Soucieuse d'en savoir davantage, l'Assemblée nationale, à travers sa commission défense et sécurité, a cherché et obtenu l'éclairage de Richard Mouyej, Mangenzmans, ministre de l'Intérieur. Fortement enrichissant, parce qu'ils ont posé des questions très pertinentes et ils nous ont fait des suggestions qui nous aideront à améliorer l'allure. La mise en œuvre de la loi organique de la police nationale. Il y a multiples questions qui étaient là-dessus. L'organisation, la mise en œuvre, les décrets. Ce sont les décrets lois que les ministres devaient prendre, les décrets d'application qu'il n'a pas pris. Et c'est pourquoi nous l'avons convoqué au niveau de la commission, afin de nous donner des justifications pourquoi il y a eu du retard. Et s'il l'avait prise, elle se trouvait à quel niveau, pourquoi elle n'était pas mise en application. Les ministres se félicitent de l'intérêt que manifestent les députés nationaux par rapport à cette loi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, a tenu un point de presse le 18 avril dernier. C'était à l'occasion de l'an 1 de sa nomination à la tête du gouvernement. Koukou Mamingi Pandju nous propose les aspects sécurité, défense et coopération de ce point de presse. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout avec l'appui de la communauté internationale, des résultats encourageants ont été enregistrés. C'est donc ici l'occasion pour nous d'adresser nos remerciements à la communauté internationale, mais aussi particulièrement aux États-Unis, à la France, à la Belgique, à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux Nations unies pour leur engagement aux côtés du gouvernement en vue d'œuvrer en faveur de la pacification de notre pays globalement, mais surtout de l'Est du pays de manière spécifique.
La réhabilitation des différents axes sur la nationale numéro 1 et la nationale numéro 8 était au centre des échanges sur les ITPR à la primature. Plus de détails avec Reki Nzuziloya et Christian Ochoudi. La politique gouvernementale visant à réunifier la République démocratique du Congo par voie routière prend de plus en plus forme. C'est ce qu'il faut retenir de la réunion dirigée mardi dans la soirée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon sur la réouverture des routes fermées il y a plusieurs décennies à la circulation. C'était avec la participation du ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, du directeur général de l'Office des routes Moutima Sakrini, qu'accompagnait M. Paola, l'un des grands acteurs routiers en œuvre dans le Sankourou au Kasaï oriental. Son expertise sollicitée, c'est pour les travaux de cantonnage mécanisés à un coût compétitif pour accélérer ainsi les travaux à étendre sur d'autres axes à rendre la circulation assez fluide. Il a été ciblé essentiellement 4 axes importants. La route nationale numéro 7 de Kananga en passant par Benadibele vers Lodja et Lomela via Opala jusqu'à Kisangani. Nous avons aussi ciblé la route nationale numéro 8 de Ikela, donc à partir de la route nationale numéro 7 vers Boende, Ngende et Mbandaka. Nous avons le tronçon entre Mweneditu vers Kamina et jusqu'à Kabondo Dianda et Bukama. Une délégation d'investisseurs américains était ce matin chez le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. L'entretien a tourné autour des activités dans le secteur minier. Reki Nzuziloya, une fois de plus, avec Henri Amouri. Pays fréquentable, aujourd'hui la République démocratique du Congo ne cesse d'attirer l'attention des grands investisseurs dans divers domaines. Les mines, par exemple, intéressent le groupe américain Pioneer, conduit au cabinet du Premier ministre Augustin Matata Ponyo par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Entwistle. Nous avons aussi voulu témoigner notre volonté en tant que compagnie américaine, clairement de montrer que nous sommes aussi intéressés, autant que les autres compagnies venant des différents autres pays, à vouloir investir en RDC. Et c'était pour nous une discussion très intéressante, d'autant plus que nous avons reçu l'encouragement du Premier ministre lui-même. Et surtout, comme lui-même l'a dit, il encourage énormément, non seulement les compagnies américaines à investir davantage en RDC, mais aussi toute autre compagnie qui aimerait apporter une pierre à la reconstruction de ce pays. Ouverture ce matin de l'atelier sur la vulgarisation de la loi des finances 2013. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, a mis un accent particulier sur les différentes instructions relatives à son exécution. Françoise Bouelabouaki et Paul Mba. Plus qu'un rituel de lancement de la vulgarisation de la loi de finances 2013, c'est une révolution éthique dans l'utilisation de ressources de l'État au service du développement. Face à plus de 400 hauts fonctionnaires de l'État, sous-gestionnaires, financiers et autres intervenants dans le circuit budgétaire, le vice-premier ministre, ministre du budget, tape du poing sur la table. Trop longtemps, on a considéré dans notre pays le gaspillage et le détournement de l'argent public avec une certaine légèreté. Trop longtemps, on a considéré que le manque de rigueur dans la gestion des deniers publics n'était pas si grave. Et trop longtemps, on a considéré que le propre de l'argent public était d'être dépensé sans compter. Pour une bonne redistribution des recettes de l'État, le pays a besoin d'une révolution morale, traduite par la fin des sentiments d'impunité pour les fraudeurs. C'est plutôt le sacre de la récompense du mérite et du travail bien fait. Sacrer l'argent public l'est aussi, parce que les besoins sont toujours plus importants que les ressources, parce qu'il y a trop d'inégalités à corriger et trop peu de moyens pour qu'un seul franc soit gaspillé, pour qu'un seul franc soit détourné. Plusieurs exposés sont prévus pour 2 journées d'atelier dont le cadre a été précisé par le secrétaire général au budget, Odon Sampanga Sass. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés mettra fin au statut des réfugiés rwandais sur les sols congolais le 30 juin prochain. La position du gouvernement avec le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga. Suivez.
Ils n'ont pas signé. Le Rwanda a bien le droit de demander que ses citoyens rentrent chez lui, mais nous ne lui reconnaissons pas le droit de nous imposer des apatrides sur notre territoire, parce que l'apatridie est interdite par le droit international. Nous nous mettrions comme ça en porte-à-faux par rapport au droit international d'accepter des gens qui avaient leur nationalité et qui du jour au lendemain, par la vertu de notre propre signature à nous, se trouveraient chez nous en position d'apatridie, c'est-à-dire que nous aurions signé notre propre intégration parmi les hors-la-loi du droit international. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous n'avons pas voulu accepter cela. Nous pensons qu'il ne nous appartient pas, à nous, République démocratique du Congo, de résoudre les problèmes des citoyens rwandais. Je pense que chaque individu dans notre continent, dans notre monde, a le droit de voir ses droits légitimes protégés par son État. Et donc, il appartient au Rwanda de résoudre les problèmes du Rwanda, des Rwandais, même lorsqu'ils se trouvent chez nous. Et nous ne pensons pas que cette rénonciation-là pouvait nous permettre de servir nos intérêts nationaux, dans la mesure où ces personnes qui se trouveraient comme ça dépouillées de leur nationalité se verraient obligées de se retourner vers nous pour obtenir leur nationalité, mais de manière collective, ce qui est interdit par notre droit. Donc en signant, nous aurions aussi violé notre propre législation. Une page magazine vous sera présentée à ces propos à la fin de ce journal. Nous le disions en titre 24 avril 1989, de 24 avril 2013, 23 ans, depuis qu'était déclenché le processus de démocratie en République démocratique du Congo. Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, émet son avis sur cette date historique. Jacques Chiboua. Omalanga, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, se souvient comme si c'était hier du déroulement des événements et de l'évolution du processus de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Ce discours a sonné comme un début de délivrance. Nous considérions que c'était l'aboutissement de luttes que notre peuple avait menées pour obtenir sa liberté. Je pense qu'il ne faut pas négliger les pressions que le peuple congolais lui-même, à travers des structures plus ou moins organisées, l'opposition qui commençait à naître. Mais il y a aussi la dimension internationale de ces pressions. Je pense qu'il faut parler de deux moments forts. Le premier, c'est la conférence nationale souveraine qui a permis aux Congolais de libérer leur expression. Et donc, le deuxième moment fort, c'est l'AFDL, avec comme c'est Laurent Désiré Kabila, qui va venir bousculer de manière effective et définitive ce qui restait de la dictature chancelante. Je suis d'autant plus fondé à faire cette analyse que j'ai, comme vous le dites, souffert. Exil, prison, mais il ne faisait pas bon à l'époque s'opposer à ceux qui dirigeaient le pays. Nous l'avons fait. Ce qu'il nous faut, c'est consolider de plus en plus cette démarche vers la dignité de l'homme, mais en même temps utiliser cette liberté pour créer ce que nous pouvons appeler le développement. La réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes s'est tenue ce matin sous la présidence du vice-ministre des Finances. Roger Chulungu a soulevé la question sur la gouvernance des ressources naturelles par ITIE, Initiative pour la transformation des industries extractives. Ricky Zouziloya. Comment le ministère des Finances digère la décision prise par ITIE International à suspendre la République démocratique du Congo pour une période d'une année? Cette question a meublé ce jour la réunion des services mobilisateurs des recettes sous la présidence du vice-ministre des Finances. La DGRAD, incriminée dans cette procédure, garde de preuves de traçabilité des 88 millions de dollars américains issus des secteurs extractifs ou mieux des ressources naturelles, telles le bois, le pétrole et les mines. Il y a fausse interprétation. Dixit Roger Chulungurunika, vice-ministre des Finances. C'était une information publiée dans la précipitation. Or, le travail fait atteste que, effectivement, ce n'est pas ce montant qui n'a pas été retracé au compte du Trésor. Je crois qu'il y a plus de pertes que de mal. Il y a un écart moindre qui sera résorbé et nous allons faire rapport
à l'autorité des litiers sur la qualité du rapport qui était transmis. En termes des recettes mobilisées et nivelées par la Banque centrale du Congo, au 23 avril courant, la douane a produit 90 milliards de francs congolais, la DGI 88 milliards et la DGRAD 19 milliards de francs. Le ministre du Plan revient de l'Afrique du Sud. Célestin Vounabandi a pris part aux travaux de la 4e conférence régionale des pays de l'Afrique de l'Est et du Sud. Commentaire. Une délégation du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo, conduite par le ministre du Plan et suivie de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, a pris activement part à la 4e conférence régionale des pays de l'Afrique de l'Est et du Sud. C'était du 15 au 18 avril 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Axé essentiellement sur les indicateurs Doing Business, notamment la création d'entreprises, l'accès au crédit, le commerce transfrontalier, le règlement de l'insolvabilité et la protection des investisseurs. Ces assises ont connu la participation de 50 délégués de l'Afrique de l'Est, notamment de Lesotho, de la Zambie, du Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Botswana et du Malawi. La RDC a été représentée à cette rencontre internationale par les experts du CPCAI, de la Fédération des entreprises du Congo et du ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. L'Afrique du Sud, pays hôte, a été représentée par le ministre du Commerce et de l'Industrie et vice-ministre des Finances. Nous recevons le professeur Amissi Eradi, qui est directeur général du guichet unique des créations des entreprises en République démocratique du Congo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. C'est quoi, au fait, les guichets uniques de la création des entreprises en République démocratique du Congo? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir présenter ces guichets uniques de création d'entreprises en République démocratique du Congo. Au fait, je dirais que les guichets uniques de création d'entreprises en République démocratique du Congo, c'est un nouveau concept auquel l'opinion congolaise doit pouvoir s'habituer désormais. Les guichets uniques de création d'entreprises, en fait, c'est un service public qui a été créé avec comme mission de pouvoir simplifier, je dis bien simplifier, les processus de création d'entreprises dans notre pays. Vous le savez, madame, il n'y a pas longtemps, même jusqu'à présent encore, pour créer une entreprise dans notre pays, on les décrit comme étant un parcours de combattants, c'est-à-dire que ce n'est pas facile, il y a plusieurs formalités. L'opérateur économique qui veut créer son entreprise doit pouvoir errer d'une administration à une autre, ce qui va occasionner donc une perte énorme du temps, d'énergie et même des frais également. Et vous le savez que notre gouvernement est très déterminé à pouvoir améliorer le climat d'investissement. Et c'est dans ce cadre donc d'efforts du gouvernement de pouvoir améliorer le climat d'investissement que donc, le gouvernement de la République a décidé de mettre en place ces guichets uniques de création d'entreprises. Au fait, comment ces guichets uniques vont pouvoir opérer concrètement? C'est qu'au lieu que l'opérateur économique puisse, comme je venais de le dire tout à l'heure, errer d'une administration à une autre pour créer son entreprise, il va désormais donc s'adresser seulement dans ce service et toutes les formalités requises de création d'entreprises qui, il faut le dire, ont été également simplifiées, vont pouvoir être accomplies au sein d'un même espace, au sein d'un même service. Ce qui va occasionner donc un gain de temps pour l'opérateur économique. Et pour la République démocratique du Congo, quel intérêt? Oh, quel intérêt pour la République démocratique du Congo? Je crois que l'intérêt, on peut le situer à plusieurs niveaux. Le premier intérêt, d'abord pour la République démocratique du Congo, c'est que celle-ci va pouvoir, à travers ces guichets uniques, montrer, n'est-ce pas, qu'elle présente désormais, n'est-ce pas, sous le leadership du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui d'ailleurs je rends des honneurs très déférents. Donc le Congo va présenter une nouvelle image. Et le Congo va être perçu comme un pays qui est donc favorable, un pays où il est facile de pouvoir entreprendre. Vous le savez, madame, pour entreprendre, pour réaliser des investissements dans un pays, tout commence d'abord par
créer son entreprise. Et lorsqu'il n'est pas facile de pouvoir créer son entreprise, ça peut décourager, n'est-ce pas, les investisseurs. Or, nous avons besoin de ces investisseurs nationaux et internationaux, car, comme vous le savez, ce sont les investisseurs qui sont les créateurs de richesses, qui sont les créateurs d'emplois. Vous pouvez nous relater comment va se dérouler cette opération, surtout au niveau des investisseurs? Ok, effectivement, ma présence ici, c'est un peu comme Jean-Baptiste qui annonçait donc la venue de Jésus-Christ, le libérateur de l'humanité. Je suis venu donc pour annoncer que demain donc, le guichet unique va pouvoir ouvrir ses portes et donc démarrer ses activités. Cela signifie donc que toutes les tracasseries que les opérateurs économiques connaissaient et qui étaient toujours décriées, je peux me permettre de dire qu'elles vont pouvoir prendre fin. Pourquoi? Parce qu'au niveau du guichet unique, les choses vont se passer désormais autrement. Il va être plus aisé de pouvoir créer son entreprise et je vous informe qu'au niveau du guichet unique, tous les mécanismes sont donc pris et les textes d'ailleurs qui créent le guichet unique les prévoient. Le processus de création d'entreprise va se dérouler pendant 3 jours maximum. Je dis bien 3 jours maximum. L'opérateur économique qui dépose son dossier complet aujourd'hui, il peut donc s'attendre à ce que demain ou après-demain, il a tous les papiers requis. Il aura accompli toutes les formalités requises. Le gouvernement n'aura pas à regretter la mise en place de ce guichet unique? Non, le gouvernement n'aura pas à regretter. Bien au contraire, je crois que le gouvernement va être fier et va pouvoir réaliser qu'il avait effectivement pris une bonne direction. Et nous avons la chance d'avoir un gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, un gouvernement donc qui voit juste. Et je crois que nous sommes sur une bonne voie. Et la République démocratique du Congo va être également hissée au standard international. Oui. Et sa compétitivité va pouvoir augmenter. Et je peux vous rassurer que dans les prochains rapports Doing Business, les classements, la position de la République démocratique du Congo va sensiblement s'améliorer, tout au moins en ce qui concerne ces critères de création d'entreprise. Merci, Monsieur le DG. Nous rappelons qu'on a reçu sur ces plateaux Monsieur Amissi Eradi, qui est au fait le DG du guichet unique de la création des entreprises du Congo. Merci, Monsieur le DG. Merci, Madame. Merci beaucoup. Démarrage ce matin des travaux du forum minier à l'hôtel Memling. Les opérateurs miniers réunis à ce forum vont examiner les amendements formulés pour la révision du code minier. Joël Ungenza et Jacques Kilama. Après le forum du Katanga sur les secteurs miniers, des orientations ont été données par le chef de l'État pour que le secteur minier joue effectivement le rôle de moteur de la croissance de l'économie congolaise. À ce sujet, le projet de loi préparé par le gouvernement pour la révision du code minier est aujourd'hui à l'étape des récoltes des avis et amendements des partenaires du secteur. Les opérateurs miniers se retrouvent à ce deuxième forum minier pour examen et analyse avant l'étape finale de l'adoption. Tous pensent que cette révision doit s'inscrire dans l'impératif de l'amélioration du climat des affaires. Nous ne dirons jamais assez que la révision du code minier doit s'inscrire dans l'impératif de l'amélioration du climat des affaires et des investissements afin de doter notre pays d'une législation minière plus souple, mieux adaptée aux réalités tant nationales qu'internationales du moment et à même de promouvoir véritablement les activités minières dans le pays. En ces jours en République démocratique du Congo, le président du Comité international de la Croix-Rouge a tenu une conférence de presse juste avant son départ pour la ville de Goma. Le président du CICR a déploré la recrudescence de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Possier Tshisongo. Cette conférence de presse, tenue ce mardi 23 avril 2013 par le président du Comité international de la Croix-Rouge, intervient après les contacts que Peter Morer a eus avec les autorités de la RDC, y compris des visites effectuées au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Répondant aux différentes questions soulevées par les journalistes, l'orateur a loué la qualité des échanges qui lui ont permis de se faire l'idée des efforts entrepris face aux conséquences humanitaires des conflits en République démocratique du Congo, ainsi que les opérations que mène le CICR pour répondre aux besoins les plus urgents des populations directement touchées par les hostilités. Nous constatons des efforts renforcés et en même temps nous voyons cette intensification des efforts est accompagnée
d'une recrudescence de violence dans ce conflit dans lequel le CICR est actif. Le président du CICR a déploré les déplacements massifs des populations et des violences graves du droit international humanitaire dans l'est du pays. Peter Morer, qui est attendu ce mercredi 24 avril 2013 à Goma, parlant de l'objectif de sa mission en RDC, il a rappelé que c'est pour attirer l'attention sur le sort de ces populations affaiblies par plusieurs années de conflits d'une intensité extrême. Le ministre des PTNTIC s'est rendu le lundi dernier dans la ville de Mwanda, dans le Bas-Congo, histoire d'une inspection du point d'atterrissage de la connexion à la fibre optique. Agathe Makila et Guylain Kassou. Le ministre de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, Tréphon Kinké Moulumba, vient d'achever sa visite d'inspection de 3 jours qu'il a effectuée à la station d'atterrage de Mwanda dans le cadre de la finalisation du projet des connexions de la RDC à la fibre optique. Cette visite a permis au ministre Tréphon Kinké Moulumba de se rendre compte de l'avancement des travaux d'atterrage de la fibre optique. Les ingénieurs permanents à la station d'atterrage confirment que la RDC est déjà connectée au réseau mondial. Selon les ingénieurs de la SCPT, cette connexion sera rentable par la commercialisation de ses services. Les travaux de génie civil ont été effectués à 95%, a indiqué le ministre qui a reconnu que la SCPT faisait face à des problèmes réels de trésorerie. Nous devrions donc lancer cette connexion ici à Mwanda, mais comme vous constatez, le point d'atterrage est encore géré par le consortium international WACS et par Alcatel-Lucent. Donc nous n'avons pas reçu les clés. Nous confirmons qu'effectivement tous les travaux de génie civil sont terminés, tous les équipements sont installés, les tests ont été réalisés, ils sont visiblement concluants. La SCPT a besoin de parachever ce projet et pour ça il lui faut un fonds pour faire les derniers aménagements. Le ministre des Transports et Voies de Communication était dans la province de l'Équateur. Justin Kalumba Mwandangongo a sensibilisé les riverains sur le respect des signaux de balisage. David Mobenga. 5 jours qu'il a passé sur le fleuve Congo de Mbandaka à Kinshasa, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwandangongo, ne s'est pas seulement limité à faire l'évaluation des travaux de balisage effectués par la Régie des voies fluviales, travaux qu'il a du reste qualifiés comme étant globalement bien faits. Mais il a saisi cette occasion pour sensibiliser la population riveraine du fleuve Congo. Le numéro 1 des transports et voies de communication s'est adressé successivement à la population de Ngombe, Lukolela, Bolobo et Kwamut. Le ministre Justin Kalumba a centré son message sur 3 points. D'abord, l'importance des signaux de balisage placé par la Régie de voies fluviales sur l'axe Kinshasa-Kisangani, long de 1734 km, ce qui l'a amené à exhorter cette population à protéger ces signaux. Ensuite, le ministre a annoncé le retour sur le fleuve Congo dès le mois de septembre 2013 de l'ITB Kokolo pour permettre à la population de voyager dans de bonnes conditions. Enfin, il a mis un accent particulier sur la nécessité de la création des brigades de surveillance le long du fleuve Congo pour empêcher la destruction des signaux de balisage et assurer ainsi, après une formation, la fabrication de ces signaux sur place. En bon pédagogue, le ministre a fait usage des supports élaborés à cet effet pour la bonne compréhension de ce message. Le ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale s'est entretenu avec une délégation venue de Genève sur la sécurité sociale des employés. Bahati Lukwebo a juste après échangé avec les membres de la commission chargée des suivis de la levée de la grève des conducteurs des véhicules poids lourds dans la ville de Matadi. Commentaire. Groupe Finactus, spécialisé dans la protection sociale et des régimes de retraités en Afrique, s'engage à appuyer l'Institut national de sécurité sociale dans ses réformes. L'information a été donnée au ministre Modeste Bahati par la délégation de cette structure basée à Genève, conduite par le DG Mme Agnès Modnawesh Katang. Finactu a déjà fait ses preuves dans plus de 30 pays africains et dans le monde. Une collaboration tombée à point nommé, a dit le ministre Modeste Bahati, pour enrichir le projet du Code de la sécurité sociale qui se trouve au Sénat.
L'INSS, qui sera bientôt la Caisse nationale de sécurité sociale, tient à réformer les contributions et les prestations sociales. Dans un autre décor, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu la commission chargée de suivi du dossier de la grève des conducteurs poids lourds au Bas-Congo. Ils ont informé le ministre de tutelle de la levée effective de la grève et de la volonté de certaines entreprises d'honorer leur engagement du 19 janvier et d'autres qui traînent encore le pied. Cette mission a réussi et a abouti à la levée de la grève pour les entreprises qui étaient déjà prêtes et qui payaient déjà le seuil là que je viens de donner. Le représentant résident de l'UNICEF était l'hôte du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité. Les projets de la protection sociale des enfants a fait l'objet des discussions. Eugénie Chabani. L'heure est à l'examen de l'opérationnalisation du programme de coopération RDC-UNICEF. Dans son volet protection sociale des enfants vulnérables de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Naoué Mundele, et son hôte Barbara Benten, la représentante résidente de l'UNICEF en RDC, ont examiné la faisabilité des projets de prise en charge des enfants en situation difficile, et ce avec l'appui financier et technique de l'UNICEF. La protection sociale des enfants vulnérables préoccupe au plus haut point le ministre Charles Naoué Mundele, qui supervise le projet Enfants dits de la rue, projet d'assistance des enfants vivant dans la rue, aussi bien de Kinshasa que de l'arrière-pays. Ce projet est financé par la Banque mondiale. C'est dans ce cadre qu'il a visité les divisions provinciales des affaires sociales, retenues comme site d'encadrement de cette catégorie d'enfants. J'ai plusieurs projets avec des partenaires et la plupart de ces projets demandent certaines réhabilitations où il faut loger certains projets, par exemple la prise en charge des enfants en difficulté, des filles, mais il faudrait que la partie gouvernementale mette à disposition des espaces pour pouvoir effectuer ces formations. Donc je voudrais que dans les espaces réservés, le terrain du ministère, les activités qui s'exercent doivent être en relation avec le ministère des Affaires sociales ou avec l'action humanitaire et non pour le privé. Il se déroule depuis ce matin un atelier sur les droits des enfants dans les établissements scolaires. Les participants tiennent à une meilleure instruction pour les enfants congolais. Les travaux se tiennent en la salle Carter du complexe UTEX Africa. Reportage Célestine Songo. Tous les acteurs de l'éducation se sont retrouvés ce mercredi 24 avril 2013 autour d'une table pour traiter le dossier sur les droits des enfants en éducation dans les écoles. Objectif, renforcer les connaissances de la communauté sur les droits des enfants en milieu scolaire. Le souci des acteurs est de trouver ensemble des solutions durables et inclusives pour assurer une éducation de qualité pour les enfants. Les fruits de cet atelier vont se pencher directement vers la commune de Kisenso, vu que Kisenso est parmi les 4 communes pauvres de la ville ouest de Kinshasa. En République démocratique du Congo, nous avons des textes qui régissent les droits des enfants. Kinshasa abritera le sommet du marché commun des États d'Afrique australe en novembre prochain. Les préparatifs de ces assises ont eu lieu lors de la réunion du bureau du Conseil des ministres du COMESA tenue du 22 au 23 avril dernier. Le vice-ministre de la coopération internationale et régionale a pris part à ces assises. Reportage Vital Pagabita. République démocratique du Congo occupe la vice-présidence du bureau du Conseil des ministres du COMESA, marché commun des États d'Afrique australe. À ce titre, elle a pris une part active à la réunion tenue du 22 au 23 avril courant à Lusaka en Zambie. Le vice-ministre de la coopération internationale et régionale Dismas Mangwengu revient sur les points saillants de cette rencontre. Il s'agissait d'évaluer la décision prise par les chefs d'État pour renforcer le commerce intra-COMESA, circulation libre des biens et de leurs personnes en matière commerciale au sein des États COMESA, et plus renforcer le développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des micro et petites et moyennes entreprises au sein du COMESA, parce que en développant ce secteur-là, les États vont absorber de plus en plus le chômage. Le volet genre n'a pas été oublié au cours de cette conférence reprogrammée pour le mois de juillet prochain en perspective du sommet de Kinshasa.
Le ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banzamukala Sungu, a échangé hier avec la délégation sud-coréenne dans son cabinet de travail. Le démarrage de la construction du musée national moderne sur les sites Tembe-na-Tembe était à l'ordre du jour. Les explications dans ses commentaires. Un carrefour déjà riche en bâtiments au standing place Tembe-na-Tembe, pour ne pas les citer, sera très bientôt doté d'un bâtiment des musées nationaux pour sceller davantage la coopération culturelle entre Séoul et Kinshasa. La République de Corée va construire un grand musée national pour la RDC dans les entourages de l'Assemblée nationale de la RDC. Nos ingénieurs viennent de terminer la conception de ces musées. C'est pour ça que je suis venu pour justement présenter à l'excellence monsieur le ministre la maquette qui est prévue à cet effet. Donc la délégation coréenne va encore arriver au mois de juin. Ce sera pour signer le rapport de discussion et nous allons tout de suite après entamer la construction et je crois que ce sera certainement vers l'automne de cette année. Le chef de la délégation sud-coréenne, Oh Sung-lee, a eu toutes les assurances du ministre de la Culture et Arts, Jeunesse et Sport, Baudouin Banzamukala Sungu, pour mener à terme les travaux. Coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route Ouacha à Arro dans la province orientale. Commentaire RTNC, province orientale. Jean-Baptiste Saïdi a triomphé dans le Haut-Oélé et en Ituri. D'Issiro, en passant par Ouacha, Ingbokolo et Mahagi, partout où il est passé, c'est un accueil délirant que lui ont réservé les populations de ces contrées. Dans ces différents messages à la population, le gouverneur promet l'interconnexion de toutes les routes de la province orientale, décision prise par le gouvernement congolais pour désenclaver cette partie du pays. Bolandaki tangutouti na Kananga na soulever le problème na biso province orientale. Son Excellence Joseph Kabila pesi instruction pour nzele fungwamana no tiwamba ti zéro. Ba instruction ici est pesami. Sikoyo photo sala nini ba montage à ba projet. Devant une foule enthousiaste réunie au stade Tata Ougouar de Mahagi, le gouverneur annonce la bonne nouvelle que tout le monde attendait. Le chef de l'État qui a instruit le gouvernement de faire de la province orientale un modèle de développement accéléré, affirme Jean-Baptiste Saïdi, tient à la matérialisation effective de tous ces projets capables de booster l'économie de cette partie du territoire national. Dans la province de Maniema, il s'agissait de l'inauguration du pont Luila dans le secteur de Maringa et du pont Moussoukouyi à Lupaya, travaux exécutés par l'Office des routes. Commentaire Jojo Ndibo Kaboulou. L'inauguration de deux ponts en béton armé, le pont Moussoukouyi, situé à Lupaya, dans le secteur de Mamba-Kasenga, et le pont Luila, situé à 18 km de la cité des Kasongo, dans le secteur de Maringa. Nous sommes dans la province du Maniema. Le pont Moussoukouyi a été construit sous le financement de la CTB Prépico à hauteur de 24 552 € pour une durée de 3 mois. Il mesure 18 mètres de long et 4 mètres de large avec une capacité de 32 tonnes. Le pont Luila a été construit grâce au financement du PNUD à hauteur de 152 000 $ américains. Les travaux ont été exécutés par l'Office des routes. Il mesure 32 mètres de long et plus de 5 mètres de large avec une capacité de 35 tonnes. Le pont Luila a une période de vie de plus de 50 ans s'il est maintenu et protégé. Le gouverneur de la province du Maniema, Toutou Salomou Pascal, qui a coupé le ruban symbolique, a insisté sur la maintenance de ces ponts. À la population de ce pays, à la population de la province du Maniema, à la population de ce secteur de Marine, utilisatrice de cette route d'intérêt capital pour que désormais nous puissions nous débarrasser des souffrances de tous les jours. Rendons-nous dans le Bas-Congo avec la visite des sites touristiques de la ville de Matadi par le ministre provincial en charge du tourisme, Médard Mbouyal Mangal. La ville de Matadi, dans le Bas-Congo, dispose de sites plongeants ainsi des visiteurs dans l'histoire de la province et du pays.
Le ministre provincial en charge de l'environnement et du tourisme, Florian Massaki, a donné des signaux forts en interpellant ainsi des Congolais à la connaissance et la visite de 10 sites. Il faudra maintenant qu'on arrive à réhabiliter tous les sites touristiques. Et surtout, le grand problème, c'est d'aménager les voies d'accès à ces sites. Et puis protéger ces sites. Parce que si par exemple le site était très bien protégé, peut-être qu'on n'allait pas assister à ce sport de violence. Donc il faudra non seulement qu'ils viennent visiter, voir, mais il faudra aussi faire la vulgarisation de ce tourisme, pour qu'ils comprennent un peu l'importance du tourisme. Si Matadi signifie la pierre, le monument Boulamatari, ce casseur de pierre, occupe une position centrale, tout un symbole. Et puis, le monument dédié à Mwanda Vital, le tout premier gouverneur du Bas-Congo. Le chemin de fer est très présent dans l'histoire du Bas-Congo et de la République démocratique du Congo. Le monument aux porteurs représente des bâtisseurs qui ont transporté des matériels de construction. À côté de ce site, il y a un autre, Belvédère. Il rappelle tous ceux qui sont tombés pendant les travaux du chemin de fer. Matadi, c'est aussi et avant tout le pont Maréchal. C'est un effort de l'homme de vaincre ou de surmonter des obstacles naturels, question de rendre la vie agréable. Expulsion hier par la Direction générale de migration d'un sujet ivoirien pour trouble de l'ordre public, entrave à la mission de l'autorité. François Kouadio a enfreint la loi lors d'un contrôle des routines de la police étrangère. Le ministre de la Santé publique séjourné à Lubumbashi, Félix Kabange-Numbi, a eu à visiter les différentes institutions sanitaires. Reportage Virginie Lofembi. Soucieux de palper du doigt les réalités et le fonctionnement des institutions sanitaires, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, est arrivé à 7h30 du matin à l'hôpital de la SNCC dans la commune de Kapemba à Lubumbashi. Ce qui lui a permis de prendre part à la réunion du corps médical, occasion pour le Dr Félix Kabange-Numbi de partager son savoir-faire avec les étudiants en médecine en stage. Il a par la suite visité l'hôpital pour s'enquérir des conditions de travail dans cette structure privée qui rend d'énormes services à la population. Au passage, le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de réconforter les patients trouvés sur place et ce avant de livrer les véritables raisons de sa visite. Vous savez, c'est d'abord au départ un hôpital privé de la SNCC, mais qui rend des services énormes au service public, parce que cet hôpital est devenu l'hôpital général de référence de la zone de santé de Tchamilemba. À ce titre, nous avons le devoir de pouvoir évaluer l'hôpital, à quel état il se trouve, et voir très prochainement s'il y a des possibilités, dans le cadre de l'appui aux divisions provinciales de santé et aux hôpitaux, de voir ce que nous pouvons faire ici. Les élus de la province du Bas-Congo ont plaidé pour la protection des unités de production de leur province. Les élus du peuple ont rencontré le ministre de l'Industrie, Rémi Moussungaï. Célestine Songo et Jean-Marie Kadiata pour le reportage. Le groupe parlementaire des députés nationaux élus du Bas-Congo a plaidé auprès du ministre de l'Industrie et PME, Rémi Moussungaï Bampalé, pour la protection des unités de production basées dans cette partie du pays, protection de la main-d'œuvre locale, surtout la relance de la cimenterie nationale SINAT. Rémi Moussungaï a rassuré ses hôtes la prise en compte par le gouvernement de toute initiative visant le bien-être du peuple congolais. Il a promis d'associer ses députés aux missions d'inspection qui s'effectuent dans leur base pour lutter contre le déficit d'informations sur les actions posées. Les ateliers sur l'évaluation des rapports de recherche, les participants vont échanger sur les différentes difficultés des recherches enregistrées sur terrain. Commentaire. Objectif de former une masse critique et des experts en analyse de la pauvreté dans ses différentes dimensions, le projet KIN 3 qui coordonne les professeurs Pascal Kapagama a au cours de l'atelier d'évaluation présenté de rapports de recherche et des difficultés de terrain rencontrées par le chercheur. Le responsable de KIN 3 en Belgique, M. Marc Poncel, présent à cet atelier, explique. Je pense que le rôle des Congolais et des chercheurs congolais est essentiel pour
aider la communauté internationale à mieux définir ce qu'on appelle pauvreté dans un pays dont on nous dit depuis 20 ans qu'il est pauvre, très pauvre, quelles sont les conséquences exactes de cette pauvreté, comment les rencontrer, etc. Là, les sociologues, les politologues, les anthropologues ont un rôle à jouer avec les décideurs politiques. Le projet KIN 3 a subventionné 3 projets de recherche dont la pauvreté et la criminologie pour les études sur le nouveau mouvement de gangs de rue à Kinshasa appelé Kuluna, la pauvreté et la sécurité alimentaire et enfin la pauvreté et migration internationale. Ces recherches, a martelé les professeurs Kapagama, se sont réalisées en collaboration avec d'autres équipes de recherche en Belgique et en Afrique. La République démocratique du Congo vient d'avoir un nouveau code judiciaire congolais des textes compilés et actualisés jusqu'au 28 février 2013. Le premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko Kimpele, a porté sur les fonds baptismaux le nouveau code judiciaire. Jojo Ndibo et Jean-René Kabamba. Réalisé avec l'appui financier de l'USAID à travers le programme Pro-Justice, le code judiciaire compilé est actualisé et le fruit du partenariat ambassade des États-Unis et la justice congolaise. L'amélioration de l'état de droit, l'accès à la justice par tous ainsi qu'une justice juste et impartiale, ce sont là quelques changements que doit apporter cet instrument juridique, gage d'un système judiciaire indépendant. Ce qui ferait avancer la démocratie dans notre pays. Remis par l'ambassadeur des États-Unis au président du Conseil supérieur de la magistrature, Jérôme Kitoko Kimpele, l'a baptisé en ces termes. Cet ouvrage puisse cultiver les nouveaux réflexes tendant à enrichir nos délibérations, nos cogitations, de manière à marquer de nouvelles empreintes sur nos jurisprudences et notre doctrine. Je lui en donne vigueur tout en souhaitant qu'il puisse faire un long parcours dans le royaume du pouvoir judiciaire. Il s'y est cependant de noter que la RDC continuait à utiliser les codes judiciaires zaïrois qui n'avaient pas été actualisés depuis près de 27 ans. Les éléments du contingent sud-africain de la force onusienne ne ménageront aucun effort pour prévenir toute incursion des forces négatives dans la ville de Goma. Information livrée ce mercredi 24 avril 2013 au cours de la conférence de presse hebdomadaire. Mamita Mankoulou. La vidéoconférence des presse hebdomadaire de ce mercredi 24 avril 2013, présidée par le porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mounoubaï, a abordé 2 points. La situation sécuritaire dans l'est du pays et les piliers développement. Au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu, le porte-parole militaire de la MONUSCO a indiqué que cette force onusienne va agir dans le cadre de l'opération dénommée Formidable. La dite opération va soutenir l'armée gouvernementale engagée dans la stabilisation de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Signalons que la présence d'un élément du M23 localisé à Inkela, en province de l'Équateur, a préoccupé au plus haut point la force onusienne. Pour sa part, Dorothée Clette de l'INOPS a annoncé la réhabilitation de routes de dessert agricole de la province de l'Équateur pour réduire et faciliter les transports de produits agricoles. Le journal officiel de la République démocratique du Congo annonce la parution du numéro 8 de la première partie du 15 avril 2013, contenant notamment l'ordonnance du 13 avril 2013 portant nomination d'un directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo. L'arrêté interministériel du 26 février 2013 fixant les conditions spéciales d'accès aux partis et aux postes frontaliers des véhicules des biens de 20 tonnes et plus. L'arrêté interministériel du 5 décembre 2012 portant création et mise en œuvre du programme de contrôle de la production et de la commercialisation des bois. L'arrêté ministériel du 18 mars 2013 portant fixation du taux de la contribution protocole mensuel dû par les employeurs à l'Office national de l'emploi. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel sur l'avenue Minibal, numéro 7, avenue Colonel Lukusa, dans la commune de Lagombe. Maître Wale Lufungula, le directeur général.
La famille Libia Mangbongi a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis et connaissances présents à Kinshasa et à l'Équateur la mort de leur père, grand-père, frère et fils, M. Jean Libia Mangbongi, résident sur la 17e rue numéro 62, quartier des Bonhommes. Matete, agent à l'Agence nationale de renseignement ANER. Décès survenu à Kinshasa le dimanche 21 avril 2013 aux cliniques universitaires. Le programme vous sera donné ultérieurement. Voilà, nous vous laissons suivre à la fin de ce journal une page magazine sur la date historique du 24 avril 1990. Ainsi s'achève ce journal de Nicole Sessep-Loka, réalisé par Simon Kankolongo, sous la direction de Guillaume Koukouma Mingipandji, journal qui a connu le concours rédactionnel de Roulion Piana et de Anastasie Ndumbo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Demain 7h, Doris Mozo Tamboui. Au revoir.